celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis Guillaume Devoux et je vous propose aujourd'hui la rencontre avec un homme qui nous interpelle aujourd'hui face aux dangers, aux menaces de toutes sortes auxquelles nous sommes confrontés. Hubert de Boisredon, bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour, merci Hubert d'avoir accepté mon invitation. C'est une troisième rencontre entre nous après votre participation à ZTO il y a 3 ans, Canopée que vous avez inauguré il y a 2 ans. Hubert de Boisredon, quand je dis que vous nous interpellez, c'est en m'appuyant sur le titre du livre que vous avez publié à la fin de 2023, Déserter ou s'engager. Pourtant, cette tentation de déserter, je ne pense pas qu'elle vous habite, mais vous la trouvez très présente dans la société ? Alors, oui, particulièrement chez les jeunes. Les jeunes qui sont, j'allais dire, bloqués, un peu, anéantis, j'allais dire, par ce qu'on appelle l'éco-anxiété, qui sont préoccupés par l'avenir du monde et notamment par l'impact du réchauffement climatique, qui ont l'impression qu'on n'en fait pas assez et qui ont parfois aussi le sentiment que le monde de l'entreprise notamment ne prend pas en compte suffisamment cette urgence de l'écologie. Et du coup, ils se disent, bon, à quoi bon s'engager dans le système alors qu'en fait, ce système ne bouge pas suffisamment. Et en plus, quel impact aurais-je, moi qui suis jeune, si je rentre dans ce système, il faut peut-être que j'attende 10 ans, 20 ans avant d'avoir un quelconque pouvoir de changer les choses. Donc je déserte. L'éco-anxiété, l'écologie, l'entreprise, ce sont évidemment des sujets qui vous sont très chers et qui font l'objet central de ce livre, mais de façon même plus générale, Hubert de Boisredon, est-ce que vous pensez, vous avez aussi des enfants qui sont déjà qui entrent dans la vie active, est-ce que vous pensez qu'on a vécu, ils ont le droit, les jeunes aussi, d'avoir peur, parce que est-ce qu'on a souvent vécu dans l'histoire des périodes aussi inquiétantes et pas uniquement pour des raisons de climat? Quand je pense aux guerres, aux problèmes d'immigration, aux confrontations nord-sud, au terrorisme et aux dangers climatiques également, et même aux pandémies. Oui. Alors, je pense que de fait, dans l'histoire, on a connu des périodes extrêmement préoccupantes. Je pense à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième, à toutes, enfin voilà, la guerre d'Algérie, en fait, différents. Oui, mais c'était une guerre et puis on se disait une fois que la guerre est finie, la paix est revenue. Oui, et puis je dirais surtout que entre guillemets l'ennemi était identifié. On savait que voilà, il fallait vaincre le nazisme, il fallait vaincre l'adversaire. Et l'adversaire, il avait un nom et il fallait se mobiliser, il fallait mobiliser des armes pour le vaincre et pour libérer son pays. Là, on parle d'une menace qui est beaucoup plus complexe. Puisque elle est d'abord mondiale, elle grandit avec le temps. On a l'impression qu'on n'en verra pas le bout, et en tout cas, on sait que même si on agit, ce n'est pas pour nous-mêmes, c'est peut-être pour nos petits enfants. Donc, puisque c'est pas le fait de modifier nos modes de vie aujourd'hui qui vont résoudre le problème des émissions de CO2 immédiatement, puisqu'en fait, ils s'accumulent et donc il y a une période, j'allais dire, d'absorption qui est très longue. Donc la période de fait est compliquée pour ça. Et puis ensuite, l'ennemi, on va dire, c'est le réchauffement climatique, mais c'est aussi tous les gens qui ne font rien, c'est aussi les climato-sceptiques, c'est aussi la crise économique qui vient par-dessus, les inégalités sociales. En fait, les problèmes sont nombreux, et en plus, on est dans une période de guerre de toutes parts. Donc, je pense que pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est très compliqué d'entrer dans la vie active et de se dire quel rôle vais-je pouvoir avoir qui permette de générer un espoir. Parce que nous, quand on arrivait dans la vie active, on se disait, on va peut-être essayer de faire aussi bien que nos parents, voire mieux.
mais on n'avait pas ce sentiment d'être à la fin d'un modèle. Là, maintenant, on a quand même l'impression qu'on arrive à la fin d'un modèle. Oui, parce que par exemple, moi j'ai terminé l'école HEC en 1986. Je dirais que pour toute notre génération, réussir, c'était participer à faire de la croissance et à quelque part le potentiel de croissance était infini. Il s'agissait on rentrait dans une entreprise, fallait vendre le plus possible, produire le plus possible, faire de la productivité, ça allait faire grandir les profits. Bon, comme je le cite dans mon premier livre, quand j'étais à l'université de New York University en 1985, la première page de mon livre, c'était le but de l'entreprise est de maximiser le profit pour ses actionnaires. Point. Milton Friedman. Voilà, je me souviens, c'est dans le premier épisode de ZTO. Exactement, mais on était dans cette logique. Et donc, la question du développement durable ne se posait pas du tout. Et je dirais que même dans les différentes étapes de ma vie professionnelle, moi c'était plus la pauvreté qui m'a hanté pendant un temps et qui m'a poussé notamment à partir pour le Chili, bâtir cette banque de microcrédit avec un ami et puis Marianne qui est devenue mon épouse. Bon voilà, c'était essayer de créer un pont entre les riches et les pauvres, c'était donner un avenir aux plus pauvres. Ça, c'était quelque chose qui nous motivait. Ensuite, je suis rentré chez Ron Poulenc, devenu Rhodia au Japon, puis à Hong Kong. À ce moment-là, on était encore dans cette perspective de dire, voilà, il faut conquérir le monde par la croissance. Et d'une certaine façon, comme je le dis aussi dans ce nouveau livre, je me posais absolument pas la question de prendre moins l'avion, par exemple. Hong Kong était une plateforme, j'étais responsable de l'Asie-Pacifique, je prenais au moins 3 ou 4 vols d'avion par semaine, et c'était tout à fait naturel, et le mot même développement durable n'existait pas. Donc tout ça est assez récent, en fait. Pour moi, la bascule, ça a été quand j'ai vu le film « La vérité qui dérange » du vice-président Al Gore en 2007, où là, j'ai commencé à réaliser qu'on était dans un phénomène de courbe exponentielle des émissions de CO2 et qu'on allait vers une catastrophe, on allait dans le mur. Mais c'est assez récent. Finalement, on parle de 16-17 ans de prise de conscience. Nos jeunes qui ont aujourd'hui 20 ans ou 25 ans, en fait, ils n'ont entendu que la prise de conscience. Ils n'ont été que face à ce problème. Donc, ils sont noyés dedans, ils sont engloutis, j'allais dire, par ce problème-là, et on n'en voit pas encore la sortie. Donc, c'est très difficile pour eux. Et il y en a qui sont en train de se révolter. Il y en a qui se révoltent. Et c'est un petit peu la réaction, c'est peut-être ce qui a été le déclic pour ce livre. Vous parlez du discours d'étudiants d'AgroParisTech. Ça a été le déclencheur. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, en mai 2022, il y a un groupe d'étudiants d'AgroParisTech qui, au moment de la remise de leur diplôme, en fait, ont expliqué que finalement, ils ne voulaient pas entrer dans le système avec un discours qu'on retrouve, qui a été vu des millions de fois sur YouTube, mais en gros, certains disant, voilà, quelle vie voulons-nous? Un patron cynique, un salaire qui permet de prendre l'avion, un emprunt sur 30 ans pour un pavillon, et puis un burn-out à 40 ans. Ne perdons pas notre temps, mais surtout ne laissons pas filer cette énergie qui bout quelque part en nous, désertons avant d'être coincés par des obligations financières. Voilà, et on ne veut pas subir et cautionner l'ordre social dominant. Donc voilà, donc ces jeunes-là ont quelque part fait un pied de nez à leur diplôme, fait un pied de nez à la carrière qu'on leur proposait en disant on n'en veut pas, on veut pas faire partie d'une formation et d'engagement professionnel qui font plus partie du problème que de la solution, et donc on choisit de déserter, on invite les jeunes de notre génération à déserter. Ça, c'était en mai 2022 avec AgroParisTech. Depuis, ça s'est répandu dans différentes écoles. Encore récemment, il y a un jeune centralien qui est en plein milieu de ses études, donc qui lui n'a même pas terminé ses études de centrale et a écrit une lettre en disant voilà, je veux pas rentrer dans le système et de toute façon ce qu'on m'apprend me fait que j'ai pas envie de cautionner tout ça. Je démissionne. Des jeunes polytechniciens qui... je pense notamment à Benoît Algan, que vous connaissez peut-être, qui a déjà témoigné, qui lui s'est engagé au campus de la transition. Voilà, alors Benoît Algan, fait partie, j'estime beaucoup Benoît, il fait partie de jeunes qui posent des vraies questions sur le système, mais qui intègrent leurs réflexions sous un angle spirituel, et qui donc sont pas dans une révolte, destructrice, mais plutôt une résistance ou une certaine lutte pour en fait questionner, challenger, donc par exemple pour questionner le projet de Total en Afrique, ou le fait qu'on continue à développer, de faire des investissements pour soutirer de plus en plus d'énergie carbonée comme du pétrole de la terre, etc.
Mais j'allais dire, il est plus sous un angle de réflexion comme le pape François, en fait, dans la perspective de Laudato Si ou Laudate Deum, qui pose des questions et qui dit, voilà, on peut pas continuer comme ça. Les ressources sont limitées, il faut pouvoir trouver d'autres solutions. Alors votre livre, il est parfois, c'est vrai, on parle d'éco-anxiété, Hubert de Boisredon, il y a parfois des passages accablants qui font mal à lire, mais en même temps, vous ne vous attardez pas trop. Ce constat est absolument nécessaire, mais vous cherchez vraiment à écrire une lettre aux jeunes pour changer le monde et pour essayer de trouver ensemble des solutions, même si vous dites que vous n'avez pas toutes les solutions. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que pour les auditeurs qui nous écoutent peuvent se dire oh là là, mais tout ça c'est très déprimant. En fait, moi et ça l'est quand même un peu, hein. Ouais, ça l'est parce qu'il y a une réalité de base. Et de toute façon, l'espérance ne peut pas venir de la négation de la réalité. Maintenant, ce que je souhaite dans ce livre, c'est d'une part, ce que j'ai souhaité, c'est d'une part rejoindre l'angoisse des jeunes pour la comprendre, ne pas sortir d'un jugement de départ. Je reconnais qu'au point de départ, j'avais un jugement contre ces jeunes qui ont déserté et qui ont dit, bon, enfin, quand même, ils ont un diplôme, ils ont de la chance. Quel sens ça a que, comme ça, ils envoient leur diplôme à la poubelle, d'une certaine façon? Est-ce que c'est pas ridicule? Et puis, en les rencontrant, j'ai mieux compris ce dont il s'agit. Je dirais de la même façon, j'étais extrêmement choqué de voir ces militants écologistes radicaux qui jettent de la soupe à la tomate sur des peintures de Van Gogh ou sur la Joconde, etc. En disant, mais enfin, un musée, c'est pas fait pour ça. Et en fait, j'ai mieux compris par le dialogue, notamment avec Louis Faure. Voilà, notamment avec Louis Faure, avec qui vous avez cofondé Eotecum. Voilà, on a cofondé Eotecum, on pourra y revenir, oui. qui est un cabinet de conseil en leadership. On en a déjà parlé par ensemble. Le compagnonnage. Et il y a eu un moment important qui a été une marche dans la forêt nantaise, justement, où en marchant, je disais à Louis, qui a 30 ans de moins que moi, hein, je lui disais mais enfin, tout mon ras-le-bol et ma colère contre ces jeunes militants écologistes. Il a eu la patience de m'écouter et de me permettre de sortir ma colère jusqu'au bout. Et à un moment, il m'a dit, voilà, est-ce que tu as fini de sortir ta colère? Est-ce que tu as été jusqu'au bout? J'ai dit oui. Et là, je me suis assis sur un tronc d'arbre et il m'a regardé un peu avec compassion, j'allais dire, en me disant, mais Hubert, en fait, ce qui me frappe, c'est que tu es très en colère contre ces militants qui jettent de la soupe sur des peintures. Bon, je te rappelle quand même qu'il y a des glaces sur les peintures, donc elles n'ont pas été abîmées. Mais je te trouve beaucoup moins en colère et beaucoup moins choqué des actes industriels ou d'entreprises qui détruisent la nature. Et là, j'ai pris ça comme une claque. Parce que j'ai reçu, voilà, ça m'a déstabilisé, et ça m'a profondément questionné sur moi-même, parce que j'ai réalisé à quel point j'étais dans le jugement et dans la non-conscience du problème. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai compris à ce moment-là que ces militants écologistes, en fait, en absorbant des œuvres d'art de soupe, en fait, ils souhaitaient nous ouvrir les yeux à nous, peut-être de notre génération aussi, sur le fait que la nature aussi est une œuvre d'art, de la création, et que c'est pas normal qu'elle soit abîmée de cette manière-là, elle de manière réelle, alors que la soupe sur les peintures est de manière virtuelle, on va dire, elle est pas, voilà, puisqu'ils sont protégés par la glace, par la vitre. Et donc ça a été une bascule pour moi à ce moment-là, et de comprendre qu'en fait la solution n'est pas de juger, notamment les plus jeunes qui désertent, mais c'est de vouloir être en dialogue, de chercher à être en dialogue avec eux, en reconnaissant qu'effectivement je n'ai pas la solution, mais que si on se dit ensemble qu'on n'a pas la solution et qu'on s'arrête et qu'on se dit qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, à ce moment-là, un espoir est possible. Et un espoir est possible ne serait-ce par le fait que nos générations s'unissent pour envisager un avenir ensemble. Alors que je crois qu'une partie du problème de la société actuelle, c'est ce fossé qui se creuse entre générations, où d'une part, les jeunes ont l'impression que notre génération, c'est-à-dire des 40, 50, 60 et plus, ne s'intéresse pas trop finalement aux problèmes écologiques, en leur laissant le poids sur le dos de le résoudre. Et de l'autre côté, notre génération se sent jugée, critiquée, etc., comme si on avait mal agi. Et tout ça, ça crée un fossé. Et je pense que l'espoir, à mon avis, renaît quand on fait le choix de s'asseoir ensemble, de dialoguer ensemble, de marcher ensemble et de se dire, bon, ok, notre Terre, notre planète, finalement, a un problème. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que votre liberté
vous jeunes, votre audace, votre colère, même votre énergie ne pourrait pas se combiner avec notre expérience, nos relations, notre réseau, notre argent pour en fait pouvoir transformer le monde. Et dans cette perspective naît une espérance. Voilà. Cette audace de ces jeunes, vous la saluez, vous la connaissiez peut-être pas à ce point-là, et vous citez notamment une association, Le Bruit qui court, qui a des initiatives osées. Absolument, absolument. Vous parliez de Total tout à l'heure. Oui, Le Bruit qui court, en fait, c'est une association qui a décidé, par l'art et par la créativité, de générer des prises de conscience. Donc, par exemple, on peut faire des jeux scéniques sur la place de la République, etc., pour en fait faire prendre conscience du désastre écologique. Et il y a une initiative que j'ai trouvée assez impactante, c'est que dans le cadre de ce projet du pipeline que Total a prévu de faire en Afrique, en fait, qu'on regarde de loin, mais dans lequel il y a 100 000 personnes déplacées quand même, donc avec des enjeux, puisque ce pipeline va traverser des zones de protection, de réserve animalière. Nous on regarde ça de loin. Et donc ils ont monté de toutes pièces un projet et qui fait que sur une distance de 1000 km de Lille jusqu'au sud de la France, il y a eu des affiches placardées partout dans les villages en annonçant qu'un pipeline allait traverser le village et que ils avaient obtenu les autorisations, etc., etc. Et d'un seul coup, tout le monde a cru que c'était vrai. Et en fait, toutes les populations se sont révoltées en disant mais c'est pas possible, on va quand même pas placer un pipeline dans nos campagnes, dans notre village, etc., etc. Et de manière un peu décalée, ils ont réussi à faire prendre conscience de ce qui se passait en Afrique en faisant croire que ça se passerait en France. Et j'ai trouvé que c'était assez intelligent parce que c'est pas de la révolte ou du militantisme par la violence, mais par une certaine intelligence des situations pour faire évoluer les mentalités. Et de fait, ça a été tellement bien fait qu'il y a même eu des articles de journaux. Tout le monde a cru que c'était une décision totale. Alors qu'en fait, c'était Le Bruit qui court qui a monté cette opération. Mais au résultat, ça n'a pas arrêté Total. Non, ça n'a pas arrêté Total, mais parce que les intérêts économiques, les intérêts politiques, parfois peuvent être plus forts. Mais justement, moi, c'est la question que je vous pose, Hubert de Boisredon, parce que vous êtes vous-même un industriel. Vous seriez à la tête de Total, vous le feriez peut-être, ce projet en Afrique? Je pense, alors c'est difficile de porter un jugement sur une entreprise et une personne. Moi, concrètement, j'ai rencontré Patrick Pouyanné l'une ou l'autre fois. Je comprends son argumentaire. Hein, il dit, mais finalement, moi, si je produisais moins de pétrole, le prix de l'essence monterait à 4 €, 5 €, il y aurait la révolution. Donc, à la fin, tout le monde viendrait vers moi en me disant qu'on produit pas assez. Donc, son argument, il est implacable d'un point de vue économique, parce que c'est vrai. Mais en gros, il dit, voilà, moi, je suis responsable de l'offre, je suis pas responsable de la demande. La demande, c'est l'histoire des politiques. S'il faut diminuer la demande, c'est aux politiques de se débrouiller pour qu'il y ait moins de demande de pétrole. Et s'il y en a moins, j'en produirai moins. Donc ça se comprend. Maintenant, ce que je remarque à chaque fois dans les échanges que j'ai pu avoir personnellement ou avec d'autres, avec lui, c'est ce que je regrette, c'est de pas le sentir vraiment concerné par l'enjeu climatique. C'est-à-dire qu'on a l'impression que voilà, il fait son boulot, il produit et puis voilà, et qu'on l'embête pas avec ça d'une certaine façon. Et puis même les engagements de Total pour les énergies renouvelables, certes, c'est 25% des nouveaux investissements, mais ça reste relativement peu par rapport aux gains énormes que fait Total. 18 milliards d'euros de bénéfices cette année, je crois. Donc c'est gigantesque. Et à titre personnel, ce que j'ai pu expérimenter, parce qu'on a essayé au sein d'Armor de développer, on a développé un film. Le groupe que vous dirigez. Voilà, Armor Group que je dirige. On a développé un film photovoltaïque souple, donc qui est une innovation française qui permettait de sortir un panneau solaire souple, on va dire 30 fois moins lourd qu'un panneau solaire classique, sans silicium, sans métaux rares, translucide et qui pouvait être appliqué sur l'ensemble des façades. Vous aviez le rêve d'irriguer l'Afrique, une partie Voilà, d'Afrique. j'avais le rêve d'irriguer l'Afrique, de couvrir des toits fragiles, si vous voulez, vous regardez les façades de bâtiments, c'est quand même incroyable que on se préoccupe de couvrir des surfaces agricoles alors qu'il y a des milliards de mètres carrés de façades de bâtiments qui ne produisent aucune énergie. Donc cette innovation permettait de le faire.
On avait pour ça peut-être l'illusion que j'ai eue, c'est que une innovation française qui pouvait créer des milliers d'emplois sur lesquels on pouvait devenir leader mondial, je me suis dit c'est évident que ça va attirer le soutien des énergéticiens français, Total, Engie, EDF, etc. Et en fait, ma grande déception, c'est de me rendre compte qu'en fait, ils étaient plus préoccupés d'importer des panneaux chinois, photovoltaïques chinois, le moins cher possible, qui leur maximisent leur marge, même si ces panneaux, en grande partie, sont fabriqués par le travail forcé des esclaves ouïghours, mais que ça n'a jamais été leur problème. Et donc, là où on a pu solliciter un Patrick Pouyanné ou d'autres en disant, mais est-ce que vous accepteriez de participer de notre projet pour des sommes qui sont absolument minimes par rapport au profit total, hein, puisque je dirais, nous, il suffisait qu'on ait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, même pas de subvention, de chiffre d'affaires par an, 20 millions, par rapport à 20 milliards, pratiquement 20 milliards de profit de Total. Donc, on voit que c'était des sommes absolument minimes. Honnêtement, je n'ai pas compris que nos groupes d'énergie française n'aient pas le désir de pousser des projets qui permettent à une ETI comme la nôtre de réussir une innovation de rupture comme celle-là. C'est un peu désespérant. C'est assez désespérant, mais c'est pour ça aussi. Mais cette expérience qui a été douloureuse pour moi et pour nos équipes m'a permis aussi de rejoindre la révolte des jeunes. Parce que j'ai expérimenté moi-même, en fait, cette impuissance et cette absurdité. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives qui permettraient de changer les choses, mais tant qu'on reste sur une logique de court terme, en voulant maximiser le profit à court terme et en fermant les yeux sur les pratiques de production qui peuvent être faites dans d'autres pays, dont la Chine, eh bien, on arrive au résultat que des projets n'émergent pas, que des jeunes ne sont pas soutenus dans leurs initiatives et qu'on reste dans une logique purement de capitalisme libéral traditionnel. Court terme. Voilà. Et pourtant, je suis pas, je suis un entrepreneur, j'aime l'esprit d'entreprise, mais je dis qu'effectivement, il y a quelque chose qui va pas dans les équilibres et qu'il faut retrouver un certain équilibre pour créer un capitalisme, je vais dire, humaniste et social qui s'engage dans les innovations et qui redonne un certain équilibre entre notamment PME, grands groupes et ETI. Alors c'est le constat que vous faites dans votre livre, Hubert de Boisredon. Vous dites qu'il y a vraiment quelque chose qui cloche vraiment. Et vous parlez d'une initiative que j'ai trouvée passionnante. L'été dernier, je crois, vous avez participé à un tour européen. Je crois que c'était un peu en bateau aussi, The Arch. Ah oui, alors c'était effectivement, c'est une initiative de la région d'entrepreneurs de la région Pays de Loire. Qui a rassemblé 1800 acteurs de la transition énergétique, des entreprises, des associations, des militants écologistes, des experts du GIEC, sur alors c'était sous forme d'une croisière dans un bateau qui utilise du gaz liquéfié, enfin voilà. Plutôt, un bateau un peu plus propre. Un peu plus propre que d'autres, même si c'est pas parfait, on est d'accord. Mais entre Saint-Nazaire et Amsterdam, et dans lequel on a eu toute une série de conférences et de présentations de projets, et notamment dans le but de permettre à des startups de présenter des projets à des ETI et notamment des ETI. Des ETI pour les auditeurs qui ne savent pas ce que c'est. Les ETI, c'est des entreprises de taille intermédiaire. C'est des entreprises qui ont entre 250 et 5000 salariés et qui ont entre 50 millions et 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment et en moyenne, c'est exactement la taille d'Armor, c'est à peu près des entreprises qui font 400 millions d'euros de chiffre d'affaires et à peu près 2500 personnes. Et donc ça a permis des rencontres, ça a permis des réflexions. Et ce qui a résulté de ça, c'est que par exemple Armor va investir dans certains projets dont une start-up dont on va annoncer, peut-être à l'époque quand l'émission va sortir, ce sera fait. On va investir dans un projet qui s'appelle Equium. Elle sort dans quelques jours. Voilà, donc Equium qui est une start-up qui a inventé un nouveau type de pompe à chaleur qui utilise l'énergie du son. En fait, qui de manière inversée, donc ça fait pas de bruit, mais cette énergie du son permet de mettre de la chaleur dans des conditions de compétitivité et de coût bien meilleures que les pompes à chaleur traditionnelles. Voilà. Et donc, Armor a décidé de s'engager aux côtés de cette start-up pour l'aider à se développer. Et donc, ça fait partie de notre nouvelle philosophie d'être aux côtés d'entrepreneurs qui s'engagent pour le climat notamment et pour la transition énergétique. C'est bien qu'il y ait des actions et des actions positives parce que vous dites qu'en même temps, pendant ce tour en bateau, vous avez pris conscience aussi qu'il y a une catastrophe, qu'on va vers une catastrophe à l'heure actuelle, que les drames se succèdent et qu'on est face à un chaos environnemental
et qu'il n'y a pas de retour en arrière. C'est ça qui est assez frappant, c'est qu'il y a des choses, on n'en est pas forcément conscient, mais par rapport à des risques mais c'est même plus des risques, hein, la biodiversité ou le réchauffement climatique. Ce qu'on appelle les limites planétaires, toute une série de limites planétaires qui sont franchies. Et donc on est dans un cycle de danger qui s'accélère, et donc je pense qu'on réalise pas vraiment qu'il y a une urgence et que, j'allais dire, on rigole plus. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien, on est content quand il fait 20 degrés au mois de février, mais les conséquences sont absolument dramatiques pour nous, d'une part, pour les agriculteurs, pour notre santé, voilà. Mais on peut imaginer les drames que ça crée, notamment pour un continent comme l'Afrique. On se plaint du fait qu'il y a trop de migrants, mais on se rend pas compte qu'en fait, c'est que le début d'un mouvement absolument incroyable qui font que des centaines de millions de gens n'ont pas assez à manger, n'auront de moins en moins assez à manger et à boire, et n'auront pas d'autre choix que de remonter vers nos pays. Donc tout ça, c'est quand même un problème qui dépasse de loin notre pays. C'est un problème planétaire. Et donc enfin, le vrai sujet, c'est est-ce qu'on regarde cette situation arriver, ou est-ce qu'on décide de s'engager? Alors certes, on peut dire, c'est pas ce que je m'engage, c'est une goutte d'eau dans l'océan, ça va pas changer grand-chose. Mais je pense qu'en même temps, le sujet, c'est est-ce qu'on s'engage collectivement? Est-ce que chacun s'engage à sa mesure pour changer son monde? Voilà. On peut dire que l'urgence est clairement là. Et c'est ce que le pape aussi ne cesse de rappeler, hein, par Laudate Deum. C'est un coup de gueule, c'est un cri de colère du pape de dire j'avais écrit cette lettre Laudato Si il y a 6 ans ou 7 ans, et en fait on n'a pas bougé suffisamment vite. Oui, il y a plus que ça même, je crois qu'il y a près de 10 ans. 7, oui, peut-être 7-8 ans peut-être. Oui, on va pas se battre. Ouais. Mais effectivement, alors pour vous, Hubert de Boisredon, vous êtes un entrepreneur. Tant mieux, parce que vous êtes convaincu qu'on peut changer les choses de l'intérieur, sans rupture. Et vous l'avez dit tout à l'heure plutôt, en essayant de concilier les plus jeunes avec les plus anciens. Oui, c'est vrai que ma thèse, la thèse du livre, c'est de se dire déserter ou s'engager. Moi, je crois qu'il y a plus de bénéfices à s'engager de l'intérieur, avec la ferme résolution de faire bouger les choses à sa mesure, avec courage, ce qui suppose des actes de leadership et de poser des actes qui en fait permettent de faire basculer. Maintenant, je ne stigmatise pas ce qu'on appelle la désertion au sens où on assimilerait celui qui s'engage à celui qui rentre en entreprise et celui qui déserte à celui qui ne rentre pas en entreprise. Et c'est un peu aussi ce que j'essaie de dire dans le livre. C'est de dire qu'il y a des formes d'engagement qui sont des désertions et des formes de désertion qui sont des engagements. Je m'explique. Je veux dire, un jeune qui sort d'université ou de grande école et qui va choisir un job uniquement parce que c'est le salaire le plus élevé et c'est une belle ligne sur son CV, mais pour qui ça ne correspond à aucune conviction. Est-ce que c'est un engagement ou est-ce qu'il déserte sa propre vie d'une certaine façon? De la même façon, un jeune qui par conviction se dit, moi, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie qui a du sens. Je veux pas être un pion dans une tour de la défense. Je préfère, j'ai fait des études d'économie, etc. Mais en fait, ça a du sens pour moi de développer le travail manuel. Et j'apprends un métier de charpentier. Comme je parle d'un couple que j'ai rencontré comme ça. Vous avez de nombreux exemples. Voilà. Je pense aussi à Déclic Project, qui était un truc assez super. Vous parlez de plein de jeunes qui ont des initiatives. C'est plein de jeunes comme ça. Et je pense à ce couple. Donc lui s'est formé comme charpentier et elle s'est formée à la permaculture, à l'agroécologie, etc. Et ils sont partis en montagne, mener une vie de simplicité, d'une certaine sobriété, de prière, et en accomplissant ces métiers très manuels. Est-ce que c'est une désertion ou est-ce qu'ils ne sont pas engagés pour montrer qu'une autre voie est possible? Donc, si vous voulez, je pense que ce livre, c'est aussi une invitation à sortir de nos schémas, sortir de nos a priori et peut-être porter un autre regard sur l'autre que l'on met parfois trop dans des catégories. Et je pense, en tout cas, moi, j'ai tiré un bénéfice énorme à rentrer dans un dialogue avec ces jeunes et découvrir qu'ils pouvaient m'apporter, et qui non seulement pouvaient, mais m'apportent énormément par leur point de vue différent. Donc ça m'a, je pense, ça m'a désinstallé, ça m'a bousculé parfois, hein, comme cette rencontre avec Louis Faure, mais ça m'a enrichi énormément, en fait. Et je crois que ça m'a beaucoup rapproché des jeunes qui cherchent à trouver leur voie dans le monde, en tout cas. Et ça vous entraîne aussi, Hubert de Boisredon, à changer vos propres modes de vie et vos propres habitudes.
Oui, à la alors fois en voilà. homme privé et en homme et entrepreneur aussi. Oui, alors je me considère pas comme un modèle. Je pense que j'ai aussi mes atavismes, j'ai aussi mais oui, parce que je vous expliquais en début d'entretien que effectivement, je pense que j'ai dû réduire au moins de 30 fois le nombre de mes voyages en avion. Je voyage beaucoup moins. À chaque fois que que je dois voyager, je me pose la question de savoir est-ce que je dois vraiment y aller, est-ce que je peux pas le faire à distance, ou est-ce que si on doit y aller à plusieurs, est-ce qu'on a besoin d'y aller autant. Donc voilà, ça c'est une manière de m'engager. Après sur des petites choses, voilà, ça va du fait que avec mon épouse on a fait l'acquisition de 4 poules dans notre jardin. C'est tout simple, mais la joie simplement de manger les œufs de notre production, de retrouver un contact plus direct avec. Ça fait combien de temps que vous avez un poulailler chez vous? Oh, ça fait, c'est au retour du pèlerinage de Saint-Jacques de Marianne, donc c'est il y a un peu plus d'un an et demi maintenant. Ah, quand même, vous les avez pas égorgés parce que j'imagine que au bout d'un certain temps, on peut en avoir complètement assez. Ah non, parce au contraire, non. Des habitudes rurales dans un mode de vie citadin, ça doit pas être évident. Non, mais au contraire. Parce que c'est un jardin de ville, hein. Oui, c'est un jardin de ville, mais si vous voulez, vous n'avez pas besoin de beaucoup de place pour avoir des poules. Et par contre, le fait d'avoir 3-4 œufs le matin, c'est tellement agréable. Alors c'est tout petit, hein, vous dire. Certains, ceux qui nous écoutent, me dire bon, c'est très gentil comme engagement, mais en fait, je pense que c'est aussi un moyen, vous voyez, avec nos enfants et nos futurs petits-enfants aussi, de les sensibiliser à ce contact direct avec la nature qu'on a pu avoir quand on était enfant. Nous, j'avais un grand-père qui avait une ferme et j'ai traité les vaches, etc. Et ça a été, tout ce contact-là m'a beaucoup apporté. Aujourd'hui, on achète tous les produits de la ferme au supermarché, donc on a plus ce contact direct. Et on rame quand même, hein, parce que vous le reconnaissez vous-même, une Coupe du Monde de foot au Qatar, des Jeux d'hiver bientôt en Arabie Saoudite. Oui, ça n'a aucun sens. On marche sur la tête, là. Et ça n'a aucun sens, mais c'est là où on est face à une forme j'allais dire, de gabegie et de disproportion, de désajustement total. Et ça mérite de fait qu'on réagisse. Et on pourrait rajouter en face de ça, vous avez des gens qui meurent de faim par millions. Donc il y a quand même un vrai problème, un vrai décalage. Mais c'est quand même difficile, Hubert de Boisredon, parce que vous voyez même cette crise du monde agricole en France, oui, qui visiblement proteste contre les normes écologiques qui sont beaucoup trop fortes. Et donc on a l'impression que là, l'État lâche du lest par rapport à des enjeux environnementaux qui sont pourtant oui, après les choses sont pas blanc ou noir et sont pas si simples. Je pense dans le cas des agriculteurs, si vous voulez, quand on voit que on va mettre une pression sur des agriculteurs pour que les emballages respectent les normes, comme c'est le cas pour les gros industriels. Donc on va mettre des contraintes sur un petit agriculteur qui déjà s'efforce énormément d'aller faire un peu de production pour remplir des paperasses et pour répondre à des normes sur lesquelles l'enjeu n'est peut-être pas complètement là. Donc je comprends qu'ils protestent de certaines façons quand ils passent un jour par semaine uniquement à remplir des documents au lieu de produire, ça pose problème. Il y a aussi le sujet du revenu des agriculteurs. Est-ce que c'est normal de laisser nos agriculteurs, je parle pas des grosses exploitations, mais des petits agriculteurs avec des revenus de 400 à 1000 euros, c'est-à-dire qui sont bien inférieurs au SMIC, alors qu'ils travaillent parfois 70, 80 heures par mois. Donc on peut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Donc réglons d'abord ce sujet-là et après on pourra peut-être voir comment on peut aller vers plus d'écologie pour les agriculteurs. Mais on peut pas imposer de l'écologie pour les agriculteurs en leur demandant de ne même pas avoir suffisamment pour vivre. Alors que souvent eux-mêmes connaissent bien les enjeux écologiques peut-être mieux que les autres. Bien sûr, et puis je pense qu'il faut aussi, il y a aussi un sujet de considération et de reconnaissance. Jusqu'où, par exemple, les agriculteurs sont-ils rémunérés pour le fait d'entretenir nos paysages ? J'allais dire un jardinier, on le paye. L'agriculteur, on le paye pas pour entretenir le paysage. Donc il y a quelque part, on en bénéficie. Donc il y a une certaine façon aussi, et ils se sentent souvent accusés ou mis au pilori pour ce qu'ils font, alors qu'en fait beaucoup font de leur mieux et avec de très fortes contraintes. Maintenant, moi je reste très orienté vers l'écologie et sur ce sujet-là, je sais que c'est pas si simple. Mais j'allais dire, on peut pas imposer des conditions de vie absolument déplorables à des personnes simplement au nom d'un idéal collectif qui serait au-dessus d'un bien-être minimum acceptable. Ce bien-être dans lequel nous vivons tous, on a tous des ordinateurs portables. Moi, j'avais pas conscience.
Je lis dans votre livre, Hubert de Boisredon, que fabriquer un ordinateur de 2 kilos nécessite 800 kilos de ressources utilisées, 200 kilos d'énergie fossile, 500 kilos de minéraux pour l'extraction et le raffinage des métaux et plusieurs milliers de litres d'eau douce. Oui. C'est effrayant. Oui. Oui, je pense qu'on n'a pas... Et puis, il y a tout est à l'avenant, j'imagine. Là, on parle d'un ordinateur, mais énormément de choses que nous utilisons sont extrêmement consommatrices aussi d'énergie. Oui, et je pense qu'on n'a pas idée du fait on achète, on jette, on achète, on jette. Donc, je pense qu'un des enjeux, par exemple, c'est le développement de l'économie circulaire. Je dis souvent, les plus grandes ressources de la planète sont dans l'existant. Le recyclage ? Le recyclage est absolument essentiel. Mais ça suppose, là où ça questionne nos entreprises, et nos métiers de dirigeants d'entreprise, c'est est-ce que je vais accepter de promouvoir le recyclage et donc de réduire ma marge par rapport à produire du neuf. Je vous donne un exemple sur une activité qu'on connaît bien. Nous, chez Arbor Group, on remanufacture, on recycle des cartouches d'impression. La marge sur le recyclage des cartouches d'impression, parce qu'il faut aller les collecter dans les entreprises pour les ramener, on les nettoie, on remplace les pièces usagées, etc., etc. On va faire une marge peut-être de 40%, on va dire, qui est le minimum si on veut que l'activité se maintienne. Là où les fabricants d'imprimantes, qui fabriquent des cartouches d'impression neuves, souvent en Chine, donc qui sont faites à partir de plastique extrait de la terre dans des usines chinoises et expédiées, ont une marge de 80%. Donc évidemment, c'est beaucoup plus rentable de fabriquer des cartouches neuves, et c'est un choix qui n'est pas neutre de promouvoir l'économie circulaire. Et c'est là où intervient autre chose que j'appellerais les convictions et les valeurs. Est-ce qu'on accepte de diminuer la rentabilité qu'on pourrait générer pour le bien de la planète? Ou est-ce que, à nouveau, mes valeurs sont mises dans la maximisation du profit à tout prix, et même si c'est au détriment de la planète? Voilà. Et c'est là où j'allais dire, c'est pour faire un lien avec la foi chrétienne, je pense que, notamment, qui aide à un certain discernement, et qui nous dit sans arrêt, où est ton trésor? Est-ce que mon trésor est dans la maximisation du profit, ou est-ce que mon trésor est dans une cohérence, une unité de vie, une certaine, voilà, pour être quelqu'un qui cherche à faire le bien, qui, voilà, c'est ce psaume qui dit, voilà, marche humblement avec ton Dieu. Et je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, de retrouver un certain sens de la mesure. On peut tout à fait développer des entreprises rentables, des entreprises vertueuses, qui ont des profits, mais des profits raisonnables, au lieu de vouloir à tout prix maximiser. Voilà, et au détriment des personnes et de l'environnement. Alors, vous parlez de valeurs et de valeurs chrétiennes, Hubert de Boisredon. Vous dites que vous n'avez pas toutes les solutions et que pour vous, l'objectif du livre, c'est surtout de nous permettre ensemble de nous poser des questions essentielles. Et vous aimez justement, vous citez ce cas de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine et de la façon dont Jésus répond aux questions qu'elle lui pose. Vous dites, c'est justement le côté peut-être même un peu déroutant parfois de Jésus, mais qui nous permet de nous remettre dans le véritable sens de ce qu'il faut faire et donc qui peut nous inspirer ici dans une démarche de vie. Oui, tout à fait. Je pense que Jésus avec la Samaritaine, en fait, s'intéresse à elle et d'une certaine façon, il lui répond, en fait... Elle lui pose des questions très concrètes. Et lui, il change d'angle. Et il change d'angle parce qu'il lui dit, il y a tout cet échange où il lui dit, ce n'est ni dans le temple, ni sur le mont... Parce que pour les auditeurs qui ne se souviennent pas du passage, la Samaritaine demande à Jésus où il faut adorer Dieu, en quelque sorte. Voilà. Et puis lui répond, c'est ni dans le temple, ni... Garazim, c'est ni sur le mont qu'adorent les Samaritains que vous trouverez Dieu, mais c'est vous l'adorez en esprit, en vérité. Et je pense que c'est le message pour moi là, c'est de dire, il n'y a pas forcément une solution, si vous voulez, une solution à suivre pour changer le monde, mais c'est vraiment que chacun soit fidèle à ce qui se dit en lui, à son appel personnel, son appel intérieur. Et en fait, je crois moi profondément que chacun au fond de lui-même sait ce qu'il peut faire et là où il peut agir.
dans son rayon d'action. Moi, Armor m'est confié, donc effectivement, Armor Group, c'est l'entreprise dans laquelle je peux agir, aussi bien sûr dans le rayon de ma famille, peut-être de mon voisinage. Pour d'autres, ça va être dans une association, dans son quartier, dans sa région, dans sa ferme, dans son agriculture, avec pour l'autre un professeur dans son école. En fait, chacun peut agir là où il est, et si on se met comme contraint de vouloir changer le monde, ça paraît impossible. Si par contre on réduit le sujet ou on le simplifie en disant est-ce que je peux changer mon monde, ça devient beaucoup plus atteignable. Et comment ça change grâce à Jésus ? Je pense que ça change. Jésus en fait est d'abord celui qui nous change, et Jésus est notre allié pour ça. Pourquoi ? Parce que Jésus est comme fils du Père et nous invite à être co-créateurs avec lui de ce monde. Il nous fait confiance, il nous délègue en fait cette mission de co-créer. Et je pense qu'il nous dit aussi, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. En fait, il nous laisse entendre que le monde n'ira pas à sa perte. Si le monde va à sa perte, ça veut dire que même sa vie donnée n'a pas de sens. Donc, pour moi, en tout cas, je puise dans ma foi une espérance profonde, dans le sens où je sais que même si y a des drames qui se jouent, que ce soit dans les guerres actuelles, je trouve que cette guerre entre la Russie et l'Ukraine est terrible, ce qui se passe entre Israël et Gaza est terrible, etc. Ce qui se passe dans différents endroits, l'Arménie qui est menacée peut-être à nouveau d'être attaquée par l'Azerbaïdjan. Enfin, il y a des choses vraiment terribles. Le réchauffement climatique sont terribles. Donc, on a de quoi, comme on le disait tout à l'heure, vraiment désespérer. Et en même temps, on sait que la victoire est certaine. La victoire de l'amour. Et c'est toujours de rester dans cette perspective. Et donc, à partir de là, la petite action que je vais faire, même si elle paraît illusoire, a du sens. Parce qu'elle participe d'une action beaucoup plus large, qui est celle du salut en Jésus-Christ, qui lui a vaincu la mort. Ce qui était toujours étonnant avec vous, Hubert de Boisredon, et c'est ce virage à 180 degrés qu'on vient de prendre, parce qu'on a passé la première partie de cette émission sur des sujets un peu éloignés de la spiritualité et de Zétéo d'habitude, et puis là, tout d'un coup, ça y est, ça prend cette dimension, et je vous connais, donc j'y suis habitué. C'est de plus en plus fréquent, en fait, c'était tout à fait inattendu dans la société d'hier. C'est un signe d'espoir, peut-être, pour la société d'aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui sont engagés et qui ont des valeurs, sans forcément être chrétiens. Je pense qu'il y en a de plus en plus. Vous voyez, le 15-16 mars, je crois qu'il y a pas loin de 3000 entrepreneurs qui vont se réunir avec les entrepreneurs et dirigeants chrétiens à Bordeaux. Moi-même, comme membre du mouvement Fondatio, on est des dizaines d'entrepreneurs à être engagés dans la construction d'un monde plus humain, plus écologique et plus juste. Et ça a du sens pour nous. En fait, c'est toute cette démarche de comment on peut unifier notre vie d'entrepreneur, notre vie d'homme, notre vie de chrétien, pour donner du sens à nos entreprises, en fait. Voilà. Je pense qu'il y en a de plus en plus parce que je crois qu'on se rend compte aussi que entreprendre juste pour maximiser son profit, la production, la croissance, ne mène pas très loin, en fait. Quel va être le sens de ma vie à la fin ? C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie ? J'ai fait de la croissance, j'ai gagné beaucoup d'argent, mais par contre, j'ai pollué, j'ai pas pris soin de mes frères et sœurs humains, j'ai pas pris soin de la planète. C'est assez pauvre comme visée de vie, en fait. Donc, je pense qu'il y a une soif de plus en plus grande d'entrepreneurs de chercher à unifier un idéal et une action. Mais c'est difficile. Et c'est pour ça, notamment, qu'avec Louis Faure, on a décidé de créer Otecum, qui est ce cabinet de conseil en leadership pour accompagner des dirigeants à trouver une unité plus grande entre leur idéal et leur action, ce qu'on appelle à développer un leadership de la ligne de crête, dont je parle pas mal dans le livre. Ce leadership de la ligne de crête, c'est ce leadership où on cherche comment, d'un côté, prendre en compte et écouter l'idéal que l'on porte en soi, mais tout en tenant compte de la réalité et des contraintes que nous avons. Et on a toujours deux tentations. La première, c'est de fuir le réel dans du rêve, dans un espèce d'idéal éthérique, mais finalement qui ne construit rien.
Et l'autre tentation, c'est de mettre son idéal de côté et de dire business, c'est le business, et de toute façon, j'y peux rien. Donc, voilà, peut-être le dimanche, si je suis chrétien, je vais aller à la messe, mais entre le lundi et le vendredi, je fais du business. Ce qui est en fait une vraie division du cœur. Je crois qu'on est appelé à vivre cette unité. Et pour rejoindre ce que vous disiez, pourquoi Jésus, qu'est-ce que Jésus a à voir là-dedans? C'est que pour moi, Jésus est l'exemple même du modèle à suivre, dans le sens où Jésus, pleinement Dieu, pleinement homme, a vécu pleinement cette unité entre, j'allais dire, ce qui l'unit à son Père comme fils de Dieu, et son amour des hommes et du monde. Et il nous montre en permanence le chemin. C'est plus facile face à un pécheur de le rejeter. Et Jésus ne le rejette pas, il l'accueille, il le bénit. Il lui montre la voie de l'amour, mais en même temps, il n'est pas aveugle sur son péché. Face aux pharisiens, il pourrait simplement les combattre en les ignorant. Il les ignore pas, il va à leur rencontre, mais il leur dit la vérité. Voilà, avec ses disciples, il les aime, mais il les reprend. Il est toujours en fait il incarne l'amour de manière extrêmement courageuse à chaque fois. Quand il y a cet épisode que je trouve absolument bouleversant où il annonce quelque part le royaume de Dieu, il guérit un malade, etc. Et puis les pharisiens, les gens veulent le lapider, veulent le tuer. Et il y a cette phrase où il dit « Et lui passe à son chemin au milieu d'eux ». Voilà. C'est-à-dire, en fait, il ne fuit pas, il traverse. Il va au plus près du mal. Il y a un très beau passage dans votre livre sur Jésus. Je le cite, ces 3 lignes qui sont peut-être pas collées les unes après les autres, mais je les ai rassemblées. Jésus nous invite à sonder nos cœurs, à écouter l'esprit, nous défaire de l'illusion qu'il y aurait une solution à trouver. On parlait de l'absence peut-être de solution qu'il faut savoir accepter parfois. Et vous finissez, il s'agit d'aimer là, ici et maintenant. Oui, je crois que vraiment c'est ça notre appel. C'est ça notre appel, et aimer là, ici et maintenant, en fait, c'est-à-dire épouser le réel. C'est cette phrase de Jean 3, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, non pas pour le juger, mais pour le sauver, etc. Et en fait, ça veut dire quoi, Dieu a tant aimé le monde, et ça nous invite à quoi? Ça veut dire quoi pour nous, aimer le monde jusqu'au bout? Vous voyez, la tentation pour le chrétien, c'est le rejet du monde. En disant le monde est mauvais, le monde est pourri, le monde, les autres, voilà. Donc je vais me réfugier dans un enclos bien protégé de bons chrétiens qui pensent tous la même chose, et où là on est entre nous, et où là vraiment on se construit un espèce de pseudo-paradis entre nous. Mais ça, c'est pas être chrétien. C'est pas, en tout cas pour moi, c'est pas être chrétien à la manière de Jésus-Christ. Donc c'est pas être chrétien. Parce que le Christ ne se réfugie pas, il ne rejette pas il rejette ce qui est mauvais dans le monde, mais il ne rejette pas les personnes, et il va à la rencontre du monde. Et donc, on est appelé à aimer l'autre et à aimer le monde ici et maintenant, c'est-à-dire à ne pas hésiter, et ça rejoint le thème du livre, à ne pas hésiter à s'y engager. Et donc oui, c'est s'engager dans ce monde, ça veut dire prendre le risque aussi d'être un peu sali par ce qui se passe dans le monde. Ça veut pas dire se compromettre négativement, mais forcément, si je suis entrepreneur dans le monde économique, je vais rencontrer des personnes et des situations qui ne sont pas aussi propres que ce que peut-être ce que je vais trouver dans une sacristie. Et pourtant, mon appel est là, c'est de diffuser cette bonne odeur de Jésus-Christ, cette bonne odeur de Dieu, là où justement c'est troublé. Vous, l'entrepreneur Hubert de Boisredon, vous avez cette phrase étonnante dans votre livre, mais qui, à mon avis, peut plaire à beaucoup de jeunes. Je vous cite, « Votre quête doit être plus profonde que votre action. » Oui, je crois que c'est ça. Je crois que ce qui me paraît essentiel, parce que beaucoup de personnes me disent « Ouais, mais comment je sais que mon action est bonne? Comment je sais que je suis dans le juste? Comment je sais que je ne me trompe pas? M'engager, c'est bien, mais qu'est-ce qui me dit que mon engagement vaut la peine ?» Et moi, ce que je réponds à ça, c'est que voilà, questionnez votre posture. En fait, le sujet, c'est pas tant ce que je fais, c'est qu'est-ce qui te pousse à faire ce que tu fais. Et ça, c'est Mère Teresa aussi qui disait, voilà, là, ce qui est important, c'est pas tant ce que vous faites, c'est l'amour que vous donnez dans ce que vous faites. L'amour avec lequel vous engagez dans votre action. Et donc, cette quête, cette recherche que j'ai pour ma vie, pour moi, est ce qui va conduire mon action.
Et le vrai sujet, c'est est-ce que je cherche à faire le bien? Et ça rejoint ce que dit saint Paul. Je peux donner tout l'argent du monde, je peux brûler dans les flammes, etc. Si je n'ai pas la charité, ça ne me sert à rien. Et donc c'est pas tant l'action. Enfin, l'action peut être belle si ce qui me pousse à agir n'est pas le bien, n'est pas l'amour de l'autre, ça a une valeur relative. Voire ça n'en a pas. Alors Hubert de Boisredon, on a parlé dans cette émission de sujets parfois désespérants, anxiogènes, inquiétants. Et vous dites que c'est justement le moment de passer de l'espoir à l'espérance. C'est quoi la différence? En fait, ça a été tout le fruit de ma réflexion en écrivant ce livre par rapport à une expérience que j'ai vécue moi-même, qui est justement le fait que je m'étais engagé dans la production de ces films photovoltaïques souples, qui était un projet sur lequel, qui d'une certaine façon incarnait, j'allais dire, mon idéal dans une action de développement concret. En plus, pour Armor, on a investi beaucoup, puisqu'on a investi 100 millions d'euros dans ce projet, donc c'est absolument considérable. Et je m'étais assimilé quelque part à cette action, comment dire, voilà, ce projet traduisait mon engagement de dirigeant engagé, on va dire. Ça, je m'en souviens, on en avait parlé. Voilà. Et en fait, quand j'ai dû me rendre à l'évidence qu'on n'était pas soutenu par les énergéticiens, que notre technologie n'était pas assez aboutie, que au niveau, voilà, malgré 3 tours dans tous les ministères et auprès de la région Pays de Loire, en fait, qu'on n'a pas eu les soutiens attendus, je suis rentré dans une certaine, pas dire désespérance, enfin un certain désespoir, de me dire, voilà, c'est raté, et finalement, quel sens ça a eu de faire ce projet, etc., etc. Et ça, en fait, dans ce questionnement, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, créer ce projet avait de la valeur parce qu'il apportait de l'espoir, mais ça m'a poussé, en fait, à réfléchir sur est-ce que pour autant je n'aurais pas dû le créer, je n'aurais pas dû m'y engager. Et dans la réflexion, dans la prière aussi, ce que j'ai accueilli, c'est qu'en fait, au contraire, je pense que ce projet avait du sens, même s'il n'a pas abouti, rien que par le fait de l'engagement qu'il a signifié, parce que je crois que l'engagement a de la valeur en tant que tel. Il n'a pas de valeur pour la réussite qu'on est sûr d'y associer. Et ça, je pense que c'est très important, parce que souvent, ce qui nous freine pour s'engager, c'est de dire, oui, mais quelle chance j'ai de réussir si je m'engage? Et qu'est-ce qui me dit que je vais réussir? Donc, je préfère pas m'engager parce que je ne veux pas risquer l'échec. Et ce que j'ai compris, et en regardant le Christ, c'est que le Christ est celui qui n'a pas hésité à s'engager, alors qu'en fait, il a su assez vite qu'il allait être tué. Donc, d'une certaine façon, quand vous regardez la vie du Christ le soir du Vendredi Saint, c'est quoi? C'est un échec total. C'est un Christ nu sur la croix, avec à part sa mère et son ami Jean qui était là, tout le monde est parti, mort, il n'en reste rien, ils sont tous dispersés. Enfin, quel sens ça a? Quel sens ça a? Est-ce que ça valait la peine de s'engager comme ça? Ou je dirais même de manière plus récente, moi j'ai été très touché par la mort qui apparaît plutôt un assassinat d'Alexeï Navalny, et de me dire, cet homme, il a choisi de revenir en Russie alors qu'il savait qu'il allait être emprisonné et probablement que ça allait l'amener probablement vers la mort. Il le savait de façon tout à fait consciente. On peut se dire, à quoi bon? Ça servait à rien, finalement, puisque voilà ce qui devient. On ne sait pas quel sera l'avenir. Ça, dans un pays comme la Russie, un profil christique comme Navalny, c'est très symbolique, ça peut être très fort. Mais en tout cas, on ne sait pas. On ne sait pas, mais je pense, est-ce qu'on peut se dire que cet engagement ne valait rien? Moi, je crois qu'au contraire, il y a quelque chose qui est semé, qui est extrêmement profond dans cet échec apparent, qui est extrêmement profond parce qu'il rejoint la liberté profonde du cœur de l'homme, cette aspiration à un idéal dans le cas de la Russie, de démocratie, etc. Mais dans le cas du Christ, en fait, le don de sa vie a semé quelque chose d'extraordinaire. Et là où le Christ apporte pour le coup de l'espérance, qui est bien plus que de l'espoir, et j'y reviens, parce que c'est le fondement de tout, c'est sa résurrection. S'il en était resté là, pour dire, c'était une belle histoire, voilà, et il a donné sa vie, c'est beau, mais enfin voilà, c'est terminé, et bon, finalement, on tourne la page et on passe à autre chose. Mais non, le Christ est ressuscité des morts. Et en ressuscitant des morts, il nous ouvre la voie, et on dit le premier-né d'entre les morts.
Donc en fait, c'est-à-dire qu'on sait que chacun d'entre nous, notre vie n'est pas vouée à la mort, mais elle est vouée à la vie. Et donc, d'une certaine façon, tous ceux qui croient qu'ils sont puissants et forts en écrasant la vie, en fait, se trompent. Parce qu'en fait, il y a une vie beaucoup plus forte que leur puissance et que leur mort. Donc moi, je dirais que, vous voyez, on change de niveau là encore. Je crée un projet de film photovoltaïque, ça apporte de l'espoir et ça, voilà, c'est beau si je réussis. Si je réussis, je suis content et ça apporte quelque chose à l'humanité. Et tant mieux. Et il faut se battre pour des projets qui réussissent. Mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, je pense, est de s'appuyer résolument sur cette confiance que la mort n'aura pas le dernier mot, qu'il y a une vie plus forte que la mort. Et ce qui nous permet de dire ça, c'est la puissance de résurrection du Christ manifestée. Et j'allais dire à laquelle on croit, et ça c'est l'acte de foi, d'y croire. Mais en tout cas, c'est ce qui m'anime, et ce qui fait que je peux dire que même dans le cas d'un échec comme celui de ce projet photovoltaïque, eh bien, je n'ai pas perdu mon espérance pour autant. Après, ce qui est très étonnant, c'est que dans le cas de ce projet, par exemple, on peut dire, voilà, le projet s'est arrêté et tout est terminé. En fait, ça s'est pas passé comme ça. Et ça, je pouvais pas le dire au moment où je ne pouvais même pas en parler dans le livre, parce qu'il y a des choses qui se sont passées après. Mais il s'est passé plusieurs choses. La première chose, c'est que, quelque temps après avoir décidé l'abandon du projet, de ce film photovoltaïque souple, j'étais très triste aussi parce que ça signifiait d'une certaine façon l'arrêt de l'engagement d'Armor Group dans le solaire, dans l'énergie solaire, à laquelle je crois. Parce que je pense que l'énergie solaire, c'est une énergie magnifique. Le soleil est donné à tous. C'est une énergie donnée à tous. Et en plus, quand on la collecte, elle ne s'épuise pas. Donc, c'est quelque chose aussi pour moi, de très proche de ce qu'est l'amour de Dieu, en fait, par l'énergie solaire. À la différence de l'énergie carbonée, par exemple, quand on prend du pétrole, il s'épuise. L'énergie solaire, non. C'est pour ça que j'y crois vraiment. L'énergie fossile, c'est moins attrayant que l'énergie solaire. Voilà, ça pollue pas et elle ne s'épuise pas, c'est quand même incroyable. Et elle est donnée à tous, les riches et les pauvres, de la même façon, et peut-être même plus dans les pays pauvres que les pays riches. Donc il y a vraiment quelque chose à creuser là. Bon, et du coup, j'étais très triste que l'abandon de ce projet signifie qu'Armor ne puisse plus s'engager dans l'énergie solaire. Quelques jours après avoir annoncé aux personnes que je suis allé voir à l'usine, et ça a été important aussi pour moi, de leur dire personnellement pourquoi on arrêtait ce projet. Je reçois un appel d'un ami qui s'appelle Farage Benoît Camura. Farage Benoît Camura, je l'ai connu il y a quelques années, au moment où je me suis engagé avec l'œuvre d'Orient pour la défense des chrétiens d'Orient et des yézidis qui étaient victimes de Daesh. Et on avait organisé à l'époque à l'hôtel de région. À ce moment-là, Bruno Retailleau était président de la région de Pays de Loire. Il m'avait dit, écoute, voilà, je te prête l'hôtel de région. On avait organisé une soirée rassemblant des personnes de différents mouvements politiques, de différentes associations, de différents bords, de droite et de gauche, des entreprises, des membres de communautés chrétiennes. Enfin, quelque chose d'assez incroyable. On était à peu près 400 à l'hôtel de région, qui était une soirée pour les chrétiens d'Orient et les yézidis, et défendre toutes les minorités d'Irak qui étaient attaquées. Et était venu Farage Benoît Camura, qui était à ce moment-là président d'une association qui s'appelle Fraternité en Irak. Et il avait apporté des mines antipersonnelles et montré les horreurs que vivaient les enfants qui explosaient sur les mines. Ça avait été très très bouleversant. Et donc on était proches à ce moment-là, et puis on s'était perdu de vue. Ça fait Daesh, c'est quand même il y a quelques années. Et puis là, j'ai arrêté ce projet des films photovoltaïques. Je reçois un appel, Benoît Farage Camura. Ah bon, Benoît Farage, comment vas-tu, etc. Il me dit, oui, mais très bien, mais tu sais que tu me connaissais comme président de Fraternité en Irak, mais en fait, je suis aussi chargé de projet de financement à la Société Générale. Ah bon, et écoute, et figure-toi que je suis en charge de rassembler le tour de table de financement du projet Holosolis, qui est le projet stratégique qu'a annoncé Emmanuel Macron à l'occasion de Choose France, qui va donner lieu à la création de la plus grosse usine de fabrication de panneaux solaires photovoltaïques en Europe, qui va se faire en Moselle, à Sarreguemines. Voilà. Et en fait, on a déjà 3 actionnaires, on en cherche un ou deux de plus. Est-ce que ça intéresserait Armor Group d'être l'un des actionnaires de référence de ce projet ? J'ai dit, évidemment.
évidemment. C'est comme la réponse, quelque part, qui me permettait à Armor de montrer son engagement dans le solaire. Et donc, Armor Group a pris 20% de participation dans ce projet Holosolis, qui est un projet extraordinaire, qui va permettre de réindustrialiser la France, de rapatrier des productions de panneaux photovoltaïques en France au lieu, justement, de les importer du travail forcé chinois, et qui va pouvoir créer jusqu'à pas loin de 2000 emplois. Et qui transforme cet échec que vous avez vécu, en fait. En tout cas, ça éclaire. C'est comme, je l'ai pas cherché, c'est venu à moi comme une réponse. Donc ça m'a quand même beaucoup interpellé de me dire, voilà, j'accepte d'une certaine façon la mort de ce projet et quelque chose renaît qui me dépasse complètement qui est donné d'ailleurs. Et puis la deuxième chose, mais quelques temps après, mes équipes de R&D arrivent, viennent me voir. Recherche et développement. Voilà, de recherche et développement, et me disent, Hubert, vous savez, ça fait des années qu'on travaille sur un projet d'un film enduit d'une solution qu'on appelle piézoélectrique, qui émet des champs électriques, avec une start-up, je dirais pas le pays parce que c'est assez confidentiel, mais d'un pays en dehors de l'Europe, et qui permet de lutter contre les tumeurs du cancer. Et il se trouve que les essais ont réussi, etc., et que voilà, on nous commande des quantités de films assez importantes, et qu'on va pouvoir faire sur la machine qu'on avait investie pour les films photovoltaïques, parce que quand on l'a investi, on a investi dans une machine assez flexible qui peut faire d'autres choses. Et donc, il se trouve que cette année, en 2024, cette production de films qui permet de lutter contre les tumeurs du cancer va occuper 40% de la capacité de production de la machine qu'on avait destinée aux films photovoltaïques souples. Est-ce que c'est pas extraordinaire ? C'est-à-dire, en fait, on se rend compte que là aussi, on a accepté un échec et qu'est redonné quelque chose d'au moins aussi extraordinaire puisque ça touche la santé. Voilà, ça, c'est deux choses que j'ai pas pu raconter dans le livre, ça s'est passé après. Et vous le dites avec émotion, hein, d'ailleurs. Mais oui, parce que c'est, je ne cesse de me dire, mais voilà, quand on accepte de traverser une certaine forme de mort, et qu'on la traverse, je pense, j'allais dire avec le Christ, avec nos faiblesses, nos pauvretés, etc., je pense qu'il se passe toujours quelque chose. Je pense qu'on n'est pas seul, et que, d'une certaine façon, je crois vraiment que peut nous être donné une certaine forme de participer à une certaine résurrection, voilà, qu'on peut palper avec, voilà, plus ou moins, mais en tout cas, quelque chose de l'ordre d'une renaissance. C'est magnifique. Oui, c'est beau. Juste pour finir, Hubert de Boisredon, parce que vous avez fait cette différence entre l'espoir et l'espérance, et quand vous parlez d'espérance, vous parlez beaucoup du don. C'est très lié. Oui, parce que l'espoir, pour moi, l'espoir est plus lié aux actions que nous pouvons entreprendre, ou que d'autres peuvent entreprendre, et l'espérance est de l'ordre du don, c'est que l'espérance, je dirais, l'espoir on le construit, l'espérance on la reçoit. Dans ce sens-là ? Oui. Ah oui, d'accord. Pour finir, c'est cette citation du pape Benoît XVI que vous citez dans votre livre, justement, c'est pour ça que je parlais du don. Benoît XVI dit « Le don et la gratuité doivent être au cœur de l'économie mondiale ». Ça paraît un peu utopique. Ah ben ça, c'est tout le sens de son encyclique qui est Caritas in Veritate, qui dit en fait, voilà, et ça je pense qu'il faut relire cette encyclique de Benoît XVI, surtout quand on est entrepreneur, parce qu'il dit quelque chose d'assez incroyable. Il dit en fait, l'amour doit être premier en toute chose. Et je pense qu'il remet un ordre des choses. Là où on nous a dit, on nous a enseigné, et on a cru que le profit devait être premier. Benoît XVI dit, l'amour doit être premier, la gratuité doit être première, même dans les actes économiques. Et j'ai pu citer des exemples dans mon premier livre, L'esprit souffle, suis-le, itinéraire d'un dirigeant engagé, notamment comment on a aidé gratuitement un de nos concurrents, je vais pas trop détailler là, mais on a aidé gratuitement un de nos concurrents alors que son usine explosait, et qu'en fait, on l'a fait complètement gratuitement, et là aussi, nous a été redonné quelque chose d'assez incroyable dans cette relation, qui a permis qu'on prenne le leadership aux États-Unis, etc. Mais notre décision, à ce moment-là, avait été vraiment d'un acte gratuit. Et moi, ça m'a permis de comprendre, le sens de la gratuité dans l'économie, et deux, le fait qu'il y a une logique à la gratuité. Il faut pas faire des actes gratuits pour gagner plus. Mais par contre, on peut croire que quand on agit gratuitement, que ce soit avec des collaborateurs, que ce soit avec des concurrents, que ce soit avec des clients, d'une certaine façon, on rentre dans une logique autre
qui fait qu'il y a un gain qui est aussi lui-même donné par surcroît et qu'on ne maîtrise pas. Et je crois que c'est ça que Benoît XVI essaye d'exprimer, c'est que remettons l'amour, et n'ayons pas peur du mot amour. Parce que quand on est dans l'entreprise, on a peur du mot amour. On dit, oh là là, c'est émotif, c'est romantique, c'est de la faiblesse, etc. Moi, je crois qu'au contraire, parler d'amour et oser manifester de l'amour en tant qu'entrepreneur, c'est un acte de courage extrême. Et il n'y a que les gens qui ont une certaine force qui sont capables de manifester de l'amour. Et c'est ce que le Christ aussi n'a pas arrêté de nous montrer par sa vie. L'économie de demain, ou peut-être pas toute l'économie, mais une bonne partie de l'économie de demain, c'est l'économie de communion. On peut espérer. C'est quoi l'économie de communion que vous citez dans ce livre? Moi, je ne connaissais pas encore ce terme. Alors, l'économie de communion, c'est un terme qu'utilise la communauté des Focolari, qui, en fait, voilà, c'est cette économie qui cherche à mettre l'amour au cœur. Et donc, les relations de communion entre les personnes. Je pense que, si vous voulez, il y a deux façons de construire la société. Il y a ce qu'on va appeler la société de rapport de force ou la société de communion. On est trop souvent dans le rapport de force, c'est-à-dire en fait construire en opposition les uns avec les autres. Il y a une autre voie, c'est celle de la communion, c'est de faire alliance et d'agir avec. C'est ce que j'essaye dans ce livre Déserter ou s'engager, de promouvoir notamment par le dialogue intergénérationnel avec les plus jeunes. Là aussi, on peut soit opposer nos générations ou on peut s'allier en communion les uns avec les autres. Communion, ça veut pas dire fusion non plus, ça veut pas dire penser tout pareil. Ça veut dire on peut être différent, mais s'allier et agir ensemble. Et alors la conclusion du livre, c'est tout à fait en ligne avec ce que vous faites avec Eotecum, s'engager sur sa ligne de crête. C'est quoi la ligne de crête alors pour chaque auditeur? La ligne de crête, si vous voulez, c'est cet espace. Quand vous grimpez une montagne et vous êtes sur la ligne de crête, vous avez deux versants. Et vous devez tenir, si vous allez trop d'un côté, vous tombez, si vous allez trop de l'autre, vous tombez. La ligne de crête, c'est exigeant parce que c'est s'efforcer d'agir en ayant au cœur son idéal. Vous cherchez à faire le bien. Et peut-être ce qui nous meut de plus profond, mais en même temps, en tenant compte de la réalité. Et donc de trouver cette unité, cette ligne de crête entre les deux, et de tracer sa route comme ça, dans la confiance que si on cherche résolument à faire de son mieux, du mieux que l'on peut, tout en désirant faire le bien, on ne se trompe pas. On ne se trompe pas. On peut être paisible, on peut de certaines façons goûter ce bonheur profond d'être fidèle. Voilà. Par contre, l'expérience montre que avancer sur cette ligne de crête, ce n'est pas facile. Et c'est pour ça, et c'est tout ce qu'on cherche à promouvoir avec Eotecum, c'est ce qu'on appelle le compagnonnage. C'est-à-dire que c'est très difficile soi-même d'être complètement lucide sur ce que ça veut dire être fidèle à son idéal. Et du coup, on invite en fait à ce que un leader ou toute personne qui veut progresser en fait puisse choisir autour d'elle une personne qu'on va appeler son compagnon ou sa compagnonne, qui est une personne de confiance. C'est pas forcément le meilleur ami ou la meilleure amie, mais c'est une personne de confiance que l'on sait suffisamment libre pour nous dire la vérité et que l'on va aussi vouloir aider réciproquement de la même manière. Et donc on va établir une relation où on se confie mutuellement nos aspirations et nos axes de progrès, et en se disant voilà, non seulement je t'autorise, mais je te demande de m'encourager quand tu vois que je progresse, et par contre de tirer la sonnette ou de me reprendre quand tu vois que je sors de mon axe. Et donc on est dans une attitude bienveillante, apprendre à être authentique les uns avec les autres pour s'aider à progresser. Et ce qu'on remarque, c'est qu'en fait c'est un accélérateur de progression absolument incroyable. On a déjà formé en tout, si je compte aussi des binômes qu'on forme à HEC entre des alumni, des anciens et des jeunes étudiants, on a déjà formé plus d'une centaine de binômes de compagnonnage, et de voir comment ils s'aident mutuellement et ils progressent dans leur leadership, c'est absolument bouleversant. Et donc ça aussi, ça me donne beaucoup d'espérance.
C'est génial. Je pense qu'on aura l'occasion peut-être un jour d'en parler avec Louis Faure lui-même. On a un projet comme ça d'émission. Louis Faure, donc avec qui vous animez Eotecum, qui s'en occupe plus. Alors, Louis est directeur opérationnel, directeur général d'Eotecum, et moi-même j'en suis le président. On l'a co-créé ensemble. Et on porte ce projet. Moi, j'essaye d'incarner aussi ce que l'on porte avec Eotecum dans Armor Group, comme président directeur général d'Armor Group. Mais on fait ensemble les formations en compagnonnage. Et lui, en plus, est coach certifié. Il s'est formé à l'école internationale Mosaïque et il est coach et il accompagne des dirigeants d'entreprise et des acteurs de projet qui en fait ont un idéal et envie de l'incarner, mais souvent se retrouvent un peu coincés, se retrouvent un peu bloqués par différentes choses qui les entravent, parfois de certaines injonctions, et cherchent à franchir le pas d'une plus grande liberté, d'une plus grande fidélité à eux-mêmes. Il n'y a pas que les entrepreneurs qui se sentent parfois coincés. Je pense que tous les auditeurs traversent aussi parfois des moments difficiles dans leur vie. Moi, je suis ravi de cette rencontre, Hubert de Boisredon, parce que quand on vous écoute, on se dit que le monde n'est pas perdu. Oui, alors c'est pas moi, moi c'est ce que ça m'inspire en tout cas. En tout cas, moi ce que je peux dire, juste pour terminer, que on a eu la chance avec Marianne, mon épouse, d'aller au JMJ de Lisbonne. On nous avait demandé de donner quelques enseignements auprès des jeunes et de voyant ce million de jeunes, le visage étincelant, cette espérance au cœur, étant prêt à se donner pour le monde, ce monde, des jeunes qui veulent changer le monde. Moi, ça m'a apporté une espérance absolument incroyable, et au tel point que j'ai dit, parfois on se lamente des difficultés de l'Église, on se désespère aussi, ou du monde, mais je suis reparti avec ce sentiment que s'il ne restait que ce million de jeunes qui sont prêts à tout pour répandre le feu de l'amour et de l'espérance sur la terre, le monde est déjà sauvé. Merci Hubert de Boisredon. Merci Guillaume. Merci infiniment. Merci chers auditeurs. À bientôt pour un prochain épisode.